Bonsoir à tous. Vous savez pourquoi nous sommes là? Oui. C'est le 20e anniversaire du club. Ah bah bravo. Comme toi. Alors vous savez, après, et nous inaugurons aussi la 104e réunion, notre 104e invité d'honneur, M. Jean-Yves Archer, est un énarque qui a bossé comme je n'ai jamais vu un invité d'honneur bosser et préparer une réunion. Vous allez avoir froid dans le dos, mais vous aurez du champagne après. Parce que ce qu'il va nous raconter est vraiment terrifiant. Exact, mais terrifiant. Et il a pris la précaution de bien se documenter pour être sûr que les chiffres qu'il va vous annoncer, qui concernent l'endettement de la France, le véritable endettement par rapport à ce que les chiffres officiels annoncent, parce que vous avez l'endettement publié et celui hors bilan. Ceux qui connaissent bien ces choses-là en fair value, on pourrait dire nos sous-marins nucléaires sont d'autant plus stratégiques parce qu'il y a une tension, ceci, cela, donc ils valent plus d'argent que prévu. Enfin, on aurait un calcul intelligent à faire. Là, pour l'instant, la dette publique, étonnamment, est strictement en valeur brute. Donc, l'approche classique en apparence, on vous dit la dette est exprimée en pourcentage du PIB. Mais alors, moi j'ai un problème un tout petit peu simple. Comme vous le savez, le produit intérieur brut, c'est la somme des valeurs ajoutées brutes des différentes branches d'activité, plus les impôts, moins les subventions. C'est la source INSEE, je vous l'ai même mise en dessous, mais vous pouvez me faire confiance. Et je vous mets en italique très gentiment, j'ai baissé la dette publique par rapport au PIB. Donc c'est quand même un truc extraordinaire comme convention statistique qu'on accepte ça. Et évidemment, comme en ce moment, vous le savez, l'État n'a pas beaucoup de sous, ils réduisent les subventions, que ce soit Mme Filippetti, que ce soit aussi, enfin, dans des tas de ministères, il y a des réductions de subventions, alors que pendant ce temps-là, les impôts, c'est-à-dire, prenons un exemple très très concret, très factuel, la hausse de la TVA au 1er janvier va être là-dedans. On va avoir une hausse de PIB, et si ça se trouve, quelqu'un sur BFM ou ailleurs, un peu trop pressé, va vous dire « Ah oui, tiens, c'est étonnant, on a un petit rebond de croissance, c'est pas mal du tout. » Si on veut, si on veut. Donc, à noter, et un autre point très très important, aux États-Unis, il y a une réforme qui a été déjà réalisée. Alors, il y a un article qui est joint en annexe, que j'ai fait un article, j'écris beaucoup dans le Cercle Les Échos, sur le site web Le Cercle Les Échos. Donc, j'ai écrit là-dessus, sur le fait qu'on intègre maintenant le capital immatériel dans le PIB. Alors, nous, ça sera probablement à fin 2014, si l'Europe arrive à se mettre d'accord, où il y aura donc une décision qui concernera l'incorporation au PIB des éléments incorporels, les marques, etc., d'où une augmentation mécanique programmée d'environ 3% du PIB. Donc, là aussi, toujours avec un petit clin d'œil, mais qui n'est pas cynique, c'est pas ma nature, mais le ministre des Finances, qui sera ministre en février 2015, si l'Europe s'est bien mise d'accord en 2014, pourra dire « formidable, le PIB s'améliore ». Formidable, on lutte mieux contre la dette. Ce qui n'est pas vrai, c'est uniquement une convention comptable qui aura changé. Mais vous croyez qu'on le dira au journal de 20 h? Non. Voilà. Ensuite, la dette publique notifiée, alors là je vous ennuie jusqu'au bout, puis après il y a des chiffres, mais il faut faire un peu de droit quand même. Donc là la source c'est l'INSEE. La dette publique, ce qu'on appelle notifiée, c'est la dette au sens de Maastricht. Elle est évaluée à partir du tableau des opérations financières de la comptabilité nationale, mais elle ne correspond pas directement à cette définition. L'État a une créance sur Dexia. Par définition, ce n'est pas un organisme faisant partie des administrations publiques. Donc ce n'est pas dans la dette. Donc vous le retrouverez tout à l'heure dans le hors-bilan. Mais dans la réalité matérielle, quand on décache actuellement à peu près 100 millions d'euros par mois pour refinancer Dexia, pour ceux qui connaissent un peu le dossier, eh bien ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas inscrit pour M. Moscovici dans la dette, mais que ça part dans la dette hors bilan pour le futur. Donc vous voyez quand même que les conventions comptables, je vous embête avec 3 slides là-dessus, mais ça change un peu. Si vous faites ça dans une entreprise, votre commissaire aux comptes ne certifie pas vos comptes. Ça, c'est même pas la peine. Donc, ensuite, elle est consolidée, c'est-à-dire qu'on déduit les dettes détenues entre les administrations. Ça, c'est très bien, ça soit suivi. Donc, la dette publique est en valeur nominale, je viens de le dire, ce qui veut dire que le risque d'évolution sur la part de l'endettement soumise à taux variable n'est pas intégré annuellement. Il est loyalement budgété dans le projet de loi de finances pour l'année d'après, mais il n'est pas soumis à provisionnement exhaustif. Voilà.
Donc si vous êtes député de la Creuse ou que vous êtes sénateur, prenons par hasard de Corrèze, vous vous dites finalement, c'est pas je certifie, mais je vote quoi? Question. Cette comptabilisation en valeur faciale de la dette et non à la valeur de marché explique les ajustements comptables qui surviennent 1 an, voire 18 mois plus tard, et que la Cour des comptes observe à partir des sources définitives émises par les comptes nationaux. Et ce rapport-là de la Cour des comptes sur les comptes nationaux, il n'est jamais commenté. Je peux vous dire que vous pouvez le chercher, vous le trouverez très très aisément sur le site de la Cour des comptes. Il n'est absolument pas masqué. Je ne me permettrai pas de dire ça, ni de la Cour des comptes, et je ne le pense pas. Mais je vous dis simplement qu'il n'est pas médiatisé. Alors après, chacun, en tant que citoyen ou intellectuel, pensera ce qu'il voudra, mais voilà. Alors ensuite, première déduction. Des centaines de fonctionnaires travaillent et élaborent le chiffrage de la dette publique qui souffre au moins de 2 grands biais. Premièrement, une estimation en valeur faciale et non en valeur de marché. Deuxièmement, la prise en compte de la seule dette exigible à l'exclusion de toute mention de ce que l'on nomme la dette implicite, c'est-à-dire la dette future certaine non incluse dans la comptabilité nationale. En clair, la dette hors bilan, avec par exemple massif des engagements, le paiement futur des pensions des fonctionnaires. Tout ça, c'est comme on dit, si on était dans une société privée, on dirait c'est pas provisionné. Et là encore, vous savez très bien, alors pour ceux que ça intéresse, c'est la norme IAS 19, si on peut faire de la comptabilité, évidemment que ça ne passerait pas. Il n'y a pas un commissaire aux comptes qui certifierait, voilà. Donc, les chiffres sont les suivants. Nous avons à peu près 1900 milliards de dettes publiques et il y a 3130 milliards de dettes hors bilan. Donc le total exigible hors variation des taux est de plus de 5000 milliards de dettes. Alors, comment la dette est-elle répartie? Donc la décomposition de la dette, attention, là je suis donc sur la dette stricto sensu, ce qu'on appelle la dette explicite. Ça n'inclut pas la dette hors bilan. La source, c'est bien sûr l'INSEE. On a 78% de la dette qui revient à l'État. Les collectivités locales et autres ont à peu près 8% de la dette, et la sécurité sociale à 12% représente 12% de la dette, c'est-à-dire 230 milliards. Et ensuite, ODAC, c'est un terme barbare pour dire les organismes divers d'administration centrale. C'est grosso modo des agences, ça pourrait être le CSA, le Conseil supérieur d'audiovisuel, ou des vrais sujets des années à venir. Bon, eh ben, évidemment, on augmente plus ça. Alors, je vous remémore un peu les chiffres, juste, parce que c'est quand même important. La TVA, c'est 140 milliards, l'impôt sur le revenu, 72, l'impôt sur les sociétés, 53, la TIPP, 13, et puis les recettes, etc. Donc ça fait un total de 298. C'est le projet de loi de finances, bien sûr. Donc, ça fait 300 milliards pour arrondir. Il y a 300 milliards de recettes fiscales. Alors, regardez la progression, source INSEE, bien sûr, la progression de la dette en pourcentage du PIB. On était à 55% en 1995. Donc décembre 1995, puisqu'on est tous jeunes et vaillants, ce sont les grandes grèves, Alain Juppé et tout, etc. Ensuite, il y a eu la période où il y a eu un petit peu de croissance du temps, souvenez-vous de messieurs Jospin et Strauss-Kahn, il y avait une croissance économique mondiale et qui nous a porté. Donc la dette a stagné. Et regardez depuis 2007 l'impact énorme de la crise, quelles que soient les qualités des gestionnaires des uns et des autres, je ne me prononce pas là-dessus, n'empêche que qu'est-ce qui se passe? Ça explose. Voilà. Donc, évidemment, ce qu'on appelle la trajectoire des finances publiques, on en est à 57% du PIB, et en bas, vous voyez le taux de prélèvement obligatoire, qui, je le répète, avait baissé un tout petit peu. Ça, c'est l'effet de la loi TEPA et de ce qu'on avait appelé le bouclier fiscal et tout. Bon, ça a joué, évidemment. Et ensuite, ça remonte, et on est donc autour de 46%. Donc, je résume. 46% de taux de prélèvement obligatoire dans un pays comme le nôtre, et 57% de PIB, comme donc trajectoire des finances publiques déclarée à Bruxelles et qu'on ne cesse de changer. On s'était juré tous, vous vous souvenez, le fameux truc, les 3%, on va les tenir, etc. Bon, ça n'a pas été tenu. Et puis là-dessus, on a eu 2 ans de la Commission européenne et on s'est engagé sur une nouvelle trajectoire des finances publiques qui est celle-là. Donc on ne la tiendra pas. Je disais tout à l'heure, on parlait avec M. Descout, je vous donne un chiffre parce que j'ai travaillé dessus, enfin bon, c'est assez terrifiant. Il y a à peu près en ce moment 20 000 chômeurs de plus par mois, à peu près. Bon, si vous mettez ceux qui travaillent un peu, pas complètement, enfin bon, on est autour de ça. Mais le chiffre qu'on oublie de vous dire, que j'ai eu par des amis qui siègent à l'UNEDIC, donc je ne suis pas complètement des touristes, il y a 45 000 personnes qui sortent du système par mois, qui sortent du système d'indemnisation chômage, parce qu'ils sont au bout de leurs droits.
Donc ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un dossier RSA, donc ils sont sur notre feuille d'impôt de l'année d'après. Ils repartent dans le système public de l'endettement. Puisque l'endettement UNEDIC, ça n'a rien à voir. En revanche, la caution de 20 milliards qu'est en train de négocier l'UNEDIC, parce qu'elle est complètement étouffée et qu'il lui faut, la caution de l'État qu'elle demande, elle sera dans la partie hors bilan de la dette. Donc demain, quand ça va être signé, parce qu'ils sont obligés, on ne voit pas un État dire « je laisse exploser financièrement le système d'indemnisation chômage ». Personne ne peut décider. Il faudrait vraiment un ministre absurde. Ça serait une décision dramatique. Il n'a pas de sens. Bon. Donc ça veut dire que ça va être fait. Et quand ça va être fait, ça fait 20 milliards de plus hors bilan que vous ne verrez pas. Et qu'on ne vous annoncera pas à grand renfort de publicité. Bon, il y a des cautions qui sont données sur Dexia, parce qu'on sait très bien que si Dexia plonge, ça met des tas de collectivités locales dans des problèmes énormes. Elles sont aussi dans le hors-bilan. Et c'est ces variables-là de hors-bilan qui me choquent. Il n'y a pas que moi, le sénateur Philippe Marini, ou des gens de gauche comme le sénateur Gors de la Nièvre, sont hyper choqués qu'il n'y ait pas un tableau récapitulatif des variations du hors-bilan soumis aux députés. Ils pourraient quand même avoir l'information. Ils ne l'ont pas. Ils l'ont par bribes, mais ils ne l'ont pas de manière récapitulative sur un dossier. Alors, évidemment, on peut... C'était Antoine Riboud dans une émission extraordinaire, à l'heure de vérité, en 89, qui avait dit « on peut voir le verre d'Évian à moitié vide ou à moitié plein », parce qu'il aimait bien citer ses marques. Donc je vous ai trouvé ce point-là. La dette stricto sensu, toujours pareil, il n'y a pas le hors-bilan, elle représente l'équivalent de 7 années de rentrée fiscale. D'autre part, si on inclut le hors-bilan, c'est 18 années. Maintenant, ce qui est plus important à regarder, le problème qu'on a nous en France et qui est spécifique, et qui est malheureusement spécifique, et qui est plus près de la situation italienne, c'est qu'on est à 65 000 par actif. Ce qui veut dire que la charge, quand quelqu'un prend sa petite voiture ou son Vélib ou je ne sais pas quoi pour aller bosser à la Défense, il peut se dire j'ai 65 000 euros que je porte quelque part sur mon dos pour le reste de la collectivité, en dehors, attention, du hors-bilan. Là, ce n'est 65 000 euros que sur la partie du tête. Alors, là, je vous donne deux choses importantes. En 2007, c'est pour vous montrer l'impact quand même de la croissance économique et de la crise qu'on traverse, parce qu'on peut dire maintenant moi je fais partie des gens qui disent ou qui écrivent qu'on est dans une crise plus longue et plus grave et plus profonde que celle de 1929. Il faut le dire. Je veux dire que les destructions de valeurs sont plus colossales. Je veux dire que quand on demande, par exemple, à des tas de banquiers de faire des abandons de créances de pratiquement 100 milliards sur la Grèce, on sait très bien qu'il va y avoir une politique d'abandon de créances publique d'ici quelques années. Ça va être une des solutions, quand tous les États vont se mettre d'accord. Bon. Donc vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire que on va aller spolier des lignes comptables qui ne demandaient rien à des banquiers qui ont été prêteurs. Ça va être une des hypothèses de résolution de la dette. Alors, regardez la situation. En France, on était à 64% du PIB, évidemment, source Eurostat tout à fait fiable 2007, et nous sommes, j'arrondis, à 92%, et vous savez bien que c'est un petit peu plus, mais au premier trimestre, ça c'est un chiffre Commission européenne, c'est donc, voilà. Alors, comparons toujours, parce que c'est une grande maladie française, on compare avec l'Allemagne. L'Allemagne était plus endettée que nous en 2007, ce qui était un peu normal, puisqu'ils avaient la fin de la conséquence pour l'avenir de leurs enfants, etc. C'est très cohérent, hein. Alors, ensuite, la dynamique de notre dette. Depuis 1975, notre taux de croissance ne permet pas d'absorber le niveau voté de la dépense publique. Comme l'avait dit Raymond Barre, la France vit au-dessus de ses moyens. Dès lors que le traitement social du chômage, qui était l'expression inventée par Pierre Mauroy, se traduit par des aides que les enjeux humains et sociaux nous imposent, le pays se retrouve confronté face à une double dérive de ses dépenses sociales. On a les charges sociales retenues sur salaire, ça, tout le monde connaît cette histoire des charges. Et d'autre part, on a les dépenses sociales elles-mêmes, le RMI puis le RSA, l'allocation personnalisée d'autonomie, la CMU, qui font partie de la dette publique par sédimentation. Alors là, je vais vous montrer une des statistiques qui, moi, m'impressionne le plus. Donc, je ne sais pas si c'est lisible au fond de la salle. Enfin, malheureusement, il suffit de lire la première ligne, parce que c'est nous les petits points, là. Donc, on part de 20 points de PIB comme dépenses sociales publiques, tout confondu, d'accord? Je vous ai trouvé, là, il y a tout. Donc, me dira un commerçant, TTC, tout compris. Bon.
vous avez l'État, les collectivités locales, tout. Vous êtes à 21,5% en 1980, et vous êtes maintenant à 34% en 2013. Et regardez le décrochage de la France par rapport à tous les autres pays, que ce soit, bon, Australie, c'est un peu, mais Japon, États-Unis, ou l'Union économique européenne à 21, qui est le petit pointillé juste en dessous. Regardez, l'Union européenne à 21 nous suit. Si vous regardez la courbe, je vous embête 2 secondes avec des courbes, mais ça se suit, quoi. On voit bien que les pointes correspondent à peu près aux mêmes choses. Mais la seule chose, c'est qu'à la fin, ils finissent quelque part péniblement à 25, et nous, si j'arrondis en exagérant d'un point, on est à 35. Donc là encore, un chiffre clé simple, on est 10 points au-dessus en matière de dépenses sociales par rapport à l'Union à 21. Alors, comme ce chiffre, c'est ce que disait tout à l'heure très gentiment notre ami président Auffray et ami Auffray, je veux absolument vous montrer d'où il sort. Donc, ça c'est la plus forte dans l'ensemble de la dette publique. Ce n'est pas les voitures avec chauffeur, ou c'est pas forcément le train de vie de l'État. Troisième variable, ce sont les niches fiscales. Tout État occidental a une dimension d'incitation dans sa politique économique, ce qui est sain. Donc il joue avec quelle arme? Il joue avec la politique fiscale. Quand on a fait le prêt à taux zéro, ça a aidé les gens pour l'habitat. Quand on a fait ci et ça, enfin ça existe dans tous les pays. Donc jusque-là, rien à dire. Simplement, on trouve de nombreuses dérogations fiscales qui sont destinées parfois à peut-être des activités parfois contestables. Alors, je n'ai rien du tout contre Martine Aubry qui me connaît. Bref, c'est pas un jugement. Mais regardez le coût budgétaire actuel des 35 heures. Est-ce que la France était assez riche pour que ses salariés travaillent un peu moins et que l'État, par l'impôt, paye le manque à gagner? Actuellement, chaque année, dans le budget, c'est 22 milliards. Si vous êtes Pierre Moscovici qui rentre dans la pièce, je lui trouve la ligne, je l'ai sur moi, du papier où il y a les 22 milliards. Mais c'est tellement bien maquillé, c'est tellement bien, parce que ça, je peux vous dire, ça, ils savent très très bien inventer le split. C'est bien ce truc, c'est 22. Et moi, je trouve une chose simple. Évidemment, je suis petit patron de PME. Pour faire un peu de chiffre d'affaires avec Alcatel ou avec des grands groupes, eh ben, j'ai travaillé dans ma vie. J'avoue que ça ne me choque pas quand des gens travaillent 35 heures, s'ils sont heureux. Bon, mais quand ça coûte 35 heures, quand ils font 35 heures, mais que ça coûte 22 milliards à la nation, là je me dis, on est quand même dans un pays particulier. On paye des gens pour qu'ils bossent moins, mais c'est le contribuable qui paye. Et ça, très très honnêtement, je vous répète, si le président Lang m'a accepté autour de lui, c'est que je ne dois pas totalement être... bon. Alors vous me direz, mes bureaux sont rue de Miromesnil, juste à côté de... Je le vois courir au parc Monceau. Bon. Donc, monsieur Sarkozy. Bien. Donc, je veux dire, j'ai pas d'opinion. Moi, je veux une solution. Je ne suis pas là pour chercher une opinion. Les opinions, on se les fait sur, je sais pas quoi, quand on va voir un joli film ou une jolie pièce de théâtre, on peut avoir une opinion. Mais là, il n'y a pas d'opinion à avoir. Il y a le fait qu'on a décidé quelque chose et on s'est offert quelque chose dont on n'avait pas les moyens. À la même époque, on a décidé quelque chose, la droite comme la gauche, un total d'exonération de charges. Je vous l'ai fait, alors là, je le reconnais, c'est le seul chiffre de ma présentation où il est minoré d'environ 5 milliards, parce que j'avais un doute. Donc je me suis dit, par rectitude intellectuelle face à vous, je ne veux pas vous abuser et me tromper. Moi, j'avais trouvé 38 milliards, mais bon, il y a un doute. Mais grosso modo, on est à 33 milliards d'exonération de charges. Donc quand on vous dit, et je vais prendre Agnès Verdier-Molinier, qui est à la fondation IFRAP et tout, et qui écrit qu'on peut économiser 60 milliards dans l'année, vous avez tous les journalistes, je ne sais pas où, qui la prennent pour une folle libérale et autres. Ben écoutez, si quelqu'un pouvait simplement revenir sur les 35 heures, ça fait 22, et si quelqu'un disait on arrête certaines exonérations de charges qui ne servent à rien, ben ça fait peut-être 30, et puis 22 plus 30, on cherche un peu à droite à gauche, puis on trouve 60. Donc la fondation IFRAP, moi je travaille quelquefois avec eux, je suis totalement indépendant comme je vous l'ai dit, mais j'écoute leur raisonnement, je les trouve très 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 libéraux, ça me choque un peu, bon je suis probablement plus interventionniste d'esprit, bon, mais n'empêche qu'ils ont des calculs qui ne sont pas absurdes. Là, c'est quand même... Il n'y a que nous qui cherchons 4 ou 5 milliards, on gratte 400 millions par-ci, 400... Enfin, c'est presque ridicule et dérisoire de voir certains débats parlementaires, et à côté de ça, on a 22 milliards sous nos yeux. C'est comme ça. Ensuite, notre pays a un penchant assez regrettable pour la complexité. L'État prélève d'un côté, puis réaffecte de l'autre, sous telle ou telle condition,
ce qui mène à la création d'usines à gaz ou de contresens. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais moi je l'ai vérifié et puis on me l'a dit. Le crédit d'impôt compétitivité emploi est objectivement complexe à manier. Ça, tous les experts comptables ou les gens qui sont dans la pièce globalement savent que c'est un vrai plaisir de remplir les feuillets. Mais, on le sait, le premier bénéficiaire, la première entreprise de France qui va être bénéficiaire du... Ils ont compris que la crise allait être longue, ils ont compris qu'il fallait alors demander des sacrifices au peuple et qu'on ne peut le faire en démocratie que s'il y a un pack un peu serré, comme dirait n'importe quel joueur de rugby. Donc nous, quand M. Chirac a eu ça, il s'est replié, vous vous souvenez très bien de la composition du gouvernement et tout, alors que c'était peut-être une occasion extraordinaire. L'homme pouvait le faire parce qu'il était assez bien vu, il passait bien à gauche, enfin c'était jouable, je veux dire. Bon. Et si on avait ouvert à cette époque-là un autre débat, eh ben, on pouvait faire ce référendum sur la décentralisation qui nous manque. Alors ensuite, ce n'est pas une opinion, c'est ce que l'histoire budgétaire future de notre pays retiendra. Vous verrez que plus tard, des gens, quand on sera tous plus fatigués, diront peut-être, tiens, à cette époque-là, il y a quelqu'un qui n'avait pas de crise économique, qui pouvait jouer le coup, il sortait de la croissance, et les Français l'auraient suivi. Et ma préconisation, ça aurait été la suppression du département, évidemment. Vous laissez les préfets parce qu'ils exécutent la politique du gouvernement dans les départements, etc., etc. Mais si vous supprimez les conseils généraux, vous supprimez quand même énormément de choses. Et voilà, c'est tout. Alors, M. Bastiat, c'est donc à tort que quelques auteurs dont l'opinion était influencée par le spectacle de taxes écrasantes et abusives ont considéré comme perdue toute valeur consacrée au service public. Cette condamnation tranchante ne soutient pas l'examen. C'est joli aussi comme phrase. Il écrivait bien. Donc c'était sur le chapitre 17, service privé, service public. Et alors étonnamment, on le décrit toujours hyper libéral, mais relisez-le dans ces parties-là, il est tout à fait pour les services publics. Il considère qu'il y a des choses qui doivent relever de l'État et qui ne sont pas privatisables, si je puis dire. On n'aurait pas employé ce mot-là à l'époque. Mais... Donc la cinquième variable, ça c'est mon dada personnel, mais je crains que vous ne partagiez mon opinion, c'est ce que j'appelle, moi, les carences du chiffrage prévisionnel. En tant que particulier ou en tant que chef d'entreprise, nous fonctionnons sous le mode du chiffrage prévisionnel. Ainsi, avant d'engager une décision, nous essayons sérieusement de chiffrer ses conséquences. Or qu'il s'agisse des lignes TGV, du coût du RMI créé par M. Rocard en 1988, ou de bien d'autres dépenses publiques, les chiffrages prévisionnels sont systématiquement démentis par la réalité. Le RMI est dans un facteur de 1 à 4, avant la crise de 2007, puisque c'est devenu le RSA, etc. Bien. L'actualité vient nous fournir un bon exemple, vous me pardonnerez, mais voilà, c'est facile de jouer aux boîtes de conserve, voilà. Vous prenez le sujet des activités périscolaires, moi je n'ai aucune idée, puisque mes enfants, je vous l'ai mentionné tout à l'heure, sont plus grands, donc je ne sais pas s'il faut des activités, peut-être oui, peut-être non, enfin c'est pas le sujet qui nous occupe, mais il y a une chose sûre, c'est qu'en Conseil des ministres, il a été présenté cette activité, ça a été ensuite, c'est un décret, ça a été décrété, ça n'a pas été une loi, et par décret, le décret prévoit un budget prévisionnel de 250 millions, comme un épicier, tout compris, rien de plus, de l'État vers les collectivités locales. Très bien. Diverses associations, dont l'Association des maires de France, M. Jacques Pélissard, et bien des communes ont refait leurs comptes. C'est drôle. Vous vous souvenez de la fameuse phrase du leader de la CGT, Krasuki, le compte n'est pas bon. Il avait dit ça un jour. Mais c'est vrai. Vous vous rendez compte que maintenant, la réforme est estimée par la Cour des comptes en feutré, c'est pas encore trop dit, mais par le Parlement, il y a une mission parlementaire, etc., à plus d'1,150 milliard d'euros. Donc je résume, et puis j'ai voulu vous provoquer, parce qu'on peut être des sachants, mais on peut être idiot 2 secondes, c'est pas interdit. Est-ce que si vous commandez une voiture 40 000 euros, vous la payez 200 000 euros de la prévision de la croissance économique? Or, depuis de nombreuses années, pour des motifs évidents de facilité apparente, ce chiffre est le plus souvent surestimé. Rappelons-nous du 0,8% de croissance pour 2013 qui a vécu à Bercy jusqu'à la fin de l'été 2012. Il n'y avait plus un organisme, attendez, moi je donne des cours à enfin, je suis maître de jury, machin, dans des cours en Sorbonne et autres. Les étudiants qui planchaient, ils étaient obligés de prendre le chiffre officiel, c'est normal, c'est le chiffre officiel. Bon. Mais ils étaient obligés de mettre une espèce d'alinéa en dessous en disant dans leur thèse que ça paraissait plus possible.
Il n'y avait plus un institut de conjoncture qui validait ça. Bon, donc qu'est-ce qui s'est passé? On a maintenant créé un nouvel organisme, présidé par le premier président de la Cour des comptes, qui vient d'être créé dans le but de mieux conseiller l'État dans ses calculs de trajectoire de croissance, au Conseil des finances publiques, où on retrouve des économistes, où on retrouve, etc., et où les magistrats de la Cour des comptes sont en majorité. Alors, l'absence de rigueur intellectuelle qui prévaut au calcul prévisionnel public est au-delà du supportable. Si le théâtre de Pirandello est fondé sur le comique de répétition, ici, la répétition se traduit par des dérapages budgétaires très significatifs que pointe après la Cour des comptes. Surévaluer la croissance économique, sous-estimer les dépenses publiques a pour conséquence directe l'aggravation cumulée de notre dette collective. Et c'est comme ça que ça marche depuis des années. Alors, là, vous allez voir une phrase qui est assez connue de Frédéric Bastiat sur la fenêtre cassée. L'argent dépensé pour réparer une fenêtre cassée apportera du travail au réparateur. Ce dernier pourra augmenter ses dépenses, ce qui produira plus d'affaires pour d'autres. Ce qu'on ne voit pas ici, c'est que l'argent aurait été aussi dépensé et simplement autrement si la fenêtre n'avait pas été cassée. La fenêtre cassée a seulement détourné de l'argent vers d'autres dépenses. En clair, si notre feuille d'impôt était allégée de 2% ou 3%, peu importe, ben on ferait quelque chose de cet argent-là. Vous iriez le mettre dans une assurance vie pour vos petits-enfants, vous iriez le mettre dans un week-end je ne sais pas où, vous feriez quelque chose. Là, plus l'État fonctionne, plus malheureusement, ça se perd dans des tuyauteries qui sont infernales. Bon, moi j'ai vu, puisque Gérard Auffray a bien voulu y faire allusion, je suis président du comité d'audit de la partie de la Société des Amis de l'Institut du Monde Arabe, etc., parce qu'un fonctionnaire, il y a très 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 longtemps, et cet homme est mort, donc paix à son âme, n'a pas rempli tel papier et tout, l'IMA a été éligible à telle et telle subvention d'État automatique de plusieurs millions, et ils ne l'ont pas eu. Je peux vous dire que Lang, il a passé 2 coups de fil, parce qu'il connaît quand même assez bien la Hollandie et autres, il a résolu le problème, et point. Bon, donc je veux dire que on est tous faillibles, mais ce qui est inimaginable là, c'est de voir, je vous dis, la carence du chiffrage prévisionnel. Si vous pouviez retenir, au milieu de tous ces chiffres, toutes ces choses qui sont un peu casse-pieds, c'est de vous dire, quand on nous annonce un chiffre maintenant, moi je reconnais, hein, quand je vois quelqu'un du Trésor, parce que ça m'arrive de les croiser, de les fréquenter, ou à titre perso ou à titre professionnel, j'avoue, quand il me donne maintenant un chiffre, je suis intérieurement dans ma tête en me disant, ok, et dans 2 ans, tu me diras quoi? Parce qu'ils travaillent trop vite, ils sont là. Claudius Bross me disait toujours, Jean-Yves, il faut faire un truc simple. Quand vous avez un chiffrage, vous divisez par 100, parce qu'il y a 100 départements, et vous regardez si c'est crédible. Moi, j'aurais été 2 secondes, petite souris dans le cabinet de M. Payon, j'aurais dit, attendez, 250 millions, monsieur le ministre, ça fait 2,5 millions par département. Ça va nourrir toutes les écoles d'un département. Vous voyez bien que ça ne tient pas la route. Attends, 2,5 millions, c'est la valeur d'un bel appartement dans Paris. Faut arrêter de plaisanter. Alors effectivement, si vous dites 1 milliard, machin, vous divisez par 100, là vous vous dites, ah bah oui, là il y a plus de confort, on comprend mieux les choses. Et à mon avis, ça sera plus. Cette réforme qu'il faut faire, probablement, qui n'était pas idiote, puis elle est lancée, bon, eh bien elle coûtera beaucoup plus. C'est comme ça. C'est l'histoire de la fenêtre cassée. Alors, la 6e variable, qui n'est pas une très bonne nouvelle, c'est les aspects intrinsèques de la dette. Nous avons donc une dette publique de 1900 milliards qui s'approche tendanciellement des 2000 milliards et une dette hors bilan qui s'approche des 3200 milliards. Ça représente, ce trésor a réussi, et ça faut le souligner parce que c'est une très belle réussite, à faire économiser 1,9 milliard en 2013 sur le chiffre initialement prévu de 46,8 milliards de charges d'intérêt, premier poste budgétaire de l'État. Pour l'an prochain, dans le PLF 2014, il est prévu de verser 46,7 milliards d'euros à un taux moyen de 3,5 sur les OAT à 10 ans et de 3,3 pour toute maturité convaincue. Après analyse, nous ne validons pas cette approche qui sous-estime la future remontée des taux d'intérêt nord-américains puis européens quand les banques centrales vont quitter ce qu'on appelle le quantitative easing, c'est-à-dire le fait de... je ne sais pas, la planche à billets, c'est un peu plus compliqué, mais enfin, ça revient un peu à ça, et qu'il y aura la fameuse notion du tapering. Appelons ça l'atterrissage, enfin, il y a un moment, ils tapent tous sur des taux à 4% hors prime de risque liées aux évolutions du pays. Vous imaginez si nous, qui sommes quand même dans une situation politique un petit peu tendue, parce que, je ne sais pas si vous avez repéré, mais enfin, il n'y a plus un texte qui passe au Sénat, donc c'est la nouvelle mode, le Sénat est passé à gauche, ça c'est le député maire, sénateur maire de Dijon, François Rebsamen, qui a dit ça l'autre jour. On s'est battu pour que le Sénat passe à gauche, et maintenant il faut se battre pour que les textes soient votés par la gauche. Bon, la formule n'est pas mauvaise. Bon. Et je trouve que là,
On est quand même dans une situation, tout ça c'est un peu tendu, donc il y a forcément une prime de risque sur nos emprunts, forcément. Bon. Et si on part avec des taux autour de 4% brut, ça veut dire qu'en dynamique, nous risquons de nous rapprocher de taux voisins de 5% sous 18 mois, ce qui va bien sûr alourdir le premier poste budgétaire de l'État. Alors là, je vous ai mis quelque chose. Donc, c'est l'évolution des intérêts à verser. Comme vous le voyez en bleu, c'est la dette de l'État elle-même. Donc, elle est quelque part en dessous. La dynamique de la dépense publique, ça nous emmène à la pression fiscale. Si vous allez sur la gauche et que vous n'avez plus la confiance des créanciers, vous alimentez votre dette. Moi, personnellement, au risque de choquer toute la salle, je pense qu'on a des marges de manœuvre. Parce que les créanciers, on n'est pas une mauvaise signature. Hein. Si on a 1000 milliards de dettes en plus, je vais peut-être vous choquer. Vous avez bien entendu enregistré que je ne le souhaite pas pour notre pays, mais on aurait 1000 milliards de plus, tout compris, hein, c'est-à-dire hors bilan compris. On passerait de 5000 à 6000 milliards, ça passe encore. Hein. À mon avis, ça passerait. Bon. Donc, le seul problème, c'est que la pression fiscale, et là, vous allez retrouver des choses que vous connaissez. Il y a la courbe empirique de l'affaire qui avait dit que trop d'impôts tue l'impôt. Bon. Et puis, il y a ce que j'ai appelé l'aspect irréversible des choses. D'abord, les flux d'expatriation. Bon, il se trouve que j'ai échangé une ou deux fois dans ma vie avec le président Lévy de Publicis. Il a fait une opération extraordinaire de fusion avec des Américains. C'est étonnant, mais dans les Échos, c'était grand comme ça, le transfert du siège social. Et maintenant, il est en Hollande. Alors, on a fait tout un truc sur la gestion centralisée de trésorerie, le cash pooling de Total quand il est parti à Londres. Mais enfin, moi, je suis un peu bête, et vous voyez, je prends un petit bâtonnet, puis je dis, tiens, ça fait Publicis, ça fait machin, ça fait bidule. Bon, ça, plus les étudiants diplômés de l'X ou de je sais pas quoi, ou des grandes écoles de commerce, ça commence à faire un... Je ne suis pas médecin, mais le mot hémorragie, ça commence à ressembler à ça quand même. Donc, le flux d'expatriation, je n'ai aucun jugement, je ne sais pas si j'avais 35 ans ou 28 ans, et si j'étais jeune et sec, ou je sais pas quoi, je ne sais pas ce que je ferais. Est-ce que j'irais monter ma boîte aux États-Unis? Est-ce que je rentrerais dans une entreprise MTV? L'autre jour, il y avait un consultant spécialisé dans l'aide à l'expatriation des cadres supérieurs et des entreprises, etc. Et il expliquait qu'il avait actuellement en portefeuille 10 éventualités du CAC 40. Alors je vais vous dire une chose, s'il y a 10 personnes du CAC 40 qui s'en vont, je pense que M. Hollande va être dérangé en personne dans son bureau par le ministre des Finances, qui viendra quand même lui dire qu'il y a un problème. Et ça sera irréversible, parce que vous savez bien que quand une société vote ça, c'est en Assemblée Générale. Si l'Assemblée Générale, je touche du bois, donc je ne donnerai pas de nom, mais si l'Assemblée Générale de X décide ça, qu'est-ce que vous voulez que l'État fasse? Alors, heureusement qu'on est encore dans une société de liberté et que les actionnaires ont le droit de décider du lieu d'activité de l'entreprise. Mais enfin, c'est quand même des entreprises, il ne faut pas oublier, toutes les entreprises du CAC 40, elles sont à peu près détenues par 60-65% par des capitaux étrangers. Pourquoi voulez-vous que les gens restent en France où la surfiscalisation est pratiquement évidente d'ici 2 ou 3 ans? Il y a un truc tellement logique à dire, le gars moyen de base, il va dire mais pourquoi on reste? Voilà. Donc ça veut dire quoi? C'est qu'il y aura des moindres rendements fiscaux. Parce que c'est ça le paradoxe. Si les pépites s'en vont, ben, il restera les braves gens qui porteront un peu plus le fardeau. Et d'autre part, après, je suis convaincu qu'on va avoir un développement, et qu'on a déjà un développement. Il y avait un... Bon, j'écris quelquefois dans Atlantico, mais Atlantico, ils sont quelquefois très, très libéraux, donc j'écris dans les articles où je veux bien écrire. Bon, mais Atlantico, donc l'autre jour, ils ont fait tout un article qui était très 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 intéressant sur les gens qui veulent s'en aller, et d'autre part sur l'économie souterraine. Bon, c'est impressionnant de voir dans des tas de secteurs le cash qui revient en force, etc. Bon, donc tout ça, ça existe. Alors, premièrement, le coût de l'exil fiscal issu de l'USF, c'est un manque à gagner pour le trésor public. Chiffrage. Je vous rapporte au blog, à Facebook, de M. Philippe Marigny, président de la Commission des Finances, qui est de droite et qui, quand c'était la droite qui était au pouvoir national, n'a jamais eu le chiffre, et qui maintenant est dans l'opposition et n'a pas le chiffre. Voilà, c'est tout. Je vous fais, parce que je ne résiste pas, un moment de pause pour nous détendre. Quand Monsieur le Président de la Commission des Finances
nommé par M. Sarkozy, enfin pas nommé par M. Sarkozy, nommé par les parlementaires, était M. Jérôme Cahuzac, il avait accès aux chiffres. Donc il connaissait très bien la convention franco-suisse. Pourquoi aucun journaliste ne l'a jamais dit? Vous voyez? On apprend des choses au club Frédéric Bastiat. Quand il a dit qu'il ne la connaît pas, bien. Bah si, il la connaissait forcément, puisque par les exilés fiscaux, il avait le chiffre. Et vous vous rendez compte que dans la commission parlementaire, éminemment présidée par Courson et tous les autres, personne ne lui a posé cette question. Et bien je peux vous dire, un malheureux diplômé de Sciences Po service public le sait. Mais à mon avis, il y a des questions qui ne se posent pas. C'est pas parce que les gens sont idiots, c'est parce que ça ne se pose pas dans un certain monde. Parce que c'est pas la peine de trop... Faut pas rendre trop compliqué les choses. Quand les auditions sont publiques, après, c'est compliqué. Voilà. Donc, je vous suggère. Et on pourrait forcer, si on était polémique, je pourrais vous dire, vous comprenez, c'est des nuls, la Fondation Concorde, ils n'ont pas pris en compte ceci, cela, on peut monter 1,5 million là-dessus, en termes d'emploi. Moi, je vous propose des chiffres raisonnables. Je peux vous jurer que tout ce que je vous dis, c'est vraiment hypothèse flat. J'ai pas cherché à charger la péniche de toute façon. Pour des raisons fiscales et pour des raisons d'absence de ce qu'on appelle le Small Business Act à la française visant les start-up mondiales, c'est 80%. Si le type réussit dans un pays, à 80%, il y reste. Il fera d'autres choses, il va peut-être monter une filiale en France, ça ne veut rien dire. Mais il restera avec les headquarters et tout le bac de sa boîte là-bas. Donc, manque à gagner et hémorragie de talent, la perception de la dette publique interfère avec leur décision de partir, et c'est ce qu'on appelle en économie théorique, la théorie des anticipations rationnelles. Si on avait 30 ans, on se dirait de manière rationnelle et en anticipant l'avenir budgétaire de la France, je vous parle en français, ça va cogner au niveau fiscal, pourquoi je resterai dans ce pays-là alors que je peux aller dans des pays où il y a 15% d'impôts forfaitaires, ou de choses comme ça. Ensuite, la démotivation future. Donc là, on est bien dans la question jusqu'où peut-on tenir. On a un risque croissant des doutes des créanciers et donc on aura une conséquence, ou les DGI, je me répète, sur les conséquences donc sur les primes.